10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, petite vidéo exceptionnelle avec mon ami John. Ça faisait un bon mois qu'on n'avait pas à tourner. La dernière vidéo c'était sur l'affaire Negreira. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Ravi de te retrouver, Johnny. J'espère que tu as passé des bonnes fêtes. J'espère que tu es ravi de la défaite du Barça hier. On est revenu à un point. Alors, merci Pablo, oui, je vais bien. Et puis oui, la défaite du Barça est bonne à prendre parce que j'espère qu'elle va donner un élan aux joueurs pour que Très ils bien. fassent une deuxième partie de saison euh, qui, qui leur permette de remporter la Liga. Parce que maintenant, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que si le Real Madrid remporte chacun de ses matchs, il remportera la Liga. Et il faut aussi mentionner C'est vrai. le fait que, pour l'instant, le goal average particulier Il est est en faveur du Real Madrid en notre faveur. si égalité pour la fin de la saison, pour l'instant, le Real Madrid est champion. Voilà. Ça va être l'un des sujets finalement de cette large vidéo dans laquelle on va revenir sur la présidence du Real Madrid, sur cette question est-ce que le Real Madrid a perdu sa tête? Mais avant ça, une petite introduction, je l'ai préparée pour une fois, donc je vais m'empresser de te la lire. J'espère qu'elle va te plaire. Le Real Madrid a connu des jours meilleurs, John. Samedi, lors de la réception de Levante, plusieurs joueurs madrilènes ainsi que le président Florentino Pérez ont été cibles d'une vague d'huées accompagné de traditionnels mouchoirs blancs de la part du public du Santiago Bernabéu, une contestation survenue dans le sillage du licenciement de Xabi Alonso. Cette scène n'est pas sans rappeler la saison 2005-2006, et je suppose que tu t'en rappelles, John, lorsque le patron d'ACS avait vu les tribunes se retourner contre lui après une succession de changements d'entraîneur. Une crise qui avait conduit à sa démission le 26 février 2006 à la suite d'une défaite 2-1 face à Majorque. Lors de cette fameuse conférence de presse, il avait notamment pointé trois mots fondamentaux au sein de son effectif d'alors, un déficit d'esprit collectif, une perte d'ambition nourrie par l'accumulation des succès, pardon, et par le fait qu'on leur ait trop souvent répété qu'ils étaient les meilleurs du monde, ainsi qu'une mentalité égocentrée chez certains joueurs, désorientés, entre guillemets, qu'ils reconnaissaient avoir mal éduqués, entre guillemets. Pas de chance, 20 ans plus tard, presque jour pour jour, le scénario semble se répéter à une différence près et de taille, l'âge du président du Real Madrid. Un détail qui n'en est pas un, tant que Florentino ne semble plus porter le même regard sur ses garçons. Pour le reste, toutes les cases semblent cochées, collectivement l'équipe déraille, une partie du vestiaire paraît avoir perdu l'appétit du succès, du moins parmi ceux qui ont déjà tout gagné, comme Vini ou Valverde. Quant à la mentalité possiblement devenue égocentrée, elle aurait très probablement précipité la chute de l'un des entraîneurs les plus prometteurs d'Europe, une situation d'autant plus problématique que cette fois-ci, Florentino Pérez semble aller dans le sens de ses joueurs, à l'inverse d'il y a 20 ans. Johnny, est-ce que le Real Madrid a perdu la tête? Le Real Madrid n'a pas perdu la tête, mais sur certains aspects, il n'est pas en phase avec la réalité et encore moins celle du football de 2026 maintenant. Comment on en est arrivé là? Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela. Maintenant, pour mettre le pied dans le plat tout de suite par rapport à la sacralisation des joueurs. La raison, elle il peut y avoir deux causes à ça. Il y a effectivement, je pense, une partie d'affect, parce que Florentino Pérez va bientôt quitter la présidence. On l'a vu en fin de saison dernière, lorsque Modric et Ancelotti sont partis. On avait beaucoup d'émotions lors du dernier match de Liga. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est maintenant on va dire la valorisation des joueurs de football. Il faut se remettre dans le contexte. Avant que Florentino Pérez arrive à la présidence en 2000, le Real Madrid a vendu plusieurs joueurs clés, même certains qui avaient gagné la Septima, comme Zedorf, comme Karambeu, comme Mijatovic, comme Zucker. Lorsque Florentino Pérez et Jas et José Sanchez sont arrivés à la tête du Real Madrid, ils ont adopté une autre stratégie qui était celle de, plutôt que de vendre certains joueurs, les garder, mais les valoriser. Et aujourd'hui, qui c'est qui ramène les sponsors? C'est Xabi Alonso ou c'est les joueurs? C'est les joueurs. Donc,
la question est vite répondue, comme dirait la formule consacrée. S'il y a un choix à faire, Florentino Pérez réfléchit que, en tant qu'entrepreneur et il vise avant tout à la pérennité de son club, donc à mettre ses actifs, ses principaux actifs dans les meilleures conditions. Maintenant, ça comporte un risque Ouais, parce que c'est ce que j'allais te demander. ça comporte un risque parce que l'attractivité du club en termes économiques est aussi tributaire de ses résultats. Et si le C'est ça le club truc. commence à ne pas gagner sur une période continue, il va perdre En en valeur, attractivité. en C'est attractivité. d'ailleurs pour moi pas anodin que le sort de Ancelotti ait été scellé après le match retour contre Arsenal. Parce que la Ligue des Champions, c'est ça qui permet au club d'être le plus sous le feu des projecteurs. Donc, pour moi, cette stratégie, elle comporte un risque. Peut-être que, et on va y revenir tout au long de cette vidéo, peut-être qu'il y a un déni quant à la qualité réelle de l'effectif, qui est peut-être dû au fait des deux dernières Ligues des Champions qui ont été gagnées durant cette décennie. Ça, peut-être que tu peux mieux y répondre que moi. Un déni Mais au sein de la direction oui. Et ce déni, quant à la oui, valeur sportive de ces joueurs? oui. T'en Et penses quoi, toi? pourquoi je te dis ça? Parce Vas-y. il est, il s'est déjà produit. Il s'est Quand? déjà produit Quand? en 2018. En 2018, et pour te dire les joueurs que c'était, j'ai préparé le communiqué officiel du Real Madrid lorsqu'ils ont destitué Lopetegui. Et Ok. je vais t'en lire une partie. Le conseil d'administration comprend qu'il existe une grande disproportion entre la qualité de l'effectif du Real Madrid, qui compte 8 joueurs nominés au prochain Ballon d'Or, C'est vrai. quelque chose, un fait sans précédent dans l'histoire du club, et les résultats obtenus jusqu'ici. Ça s'appelle du déni. Pourquoi? Vas-y. Qu'est-ce qui permet à ces joueurs, ou 8 joueurs en question, d'être nominés au Ballon d'Or? C'est effectivement la victoire en Ligue des Champions. La victoire dans la Ligue des Champions, elle aurait Ok. pu basculer dans un sens comme un autre, que ce soit contre le PSG, que ce soit contre la Juve ou le Bayern. En demi. Mais il ne faut pas perdre de vue que lors de cette fameuse saison 2017-2018, après le Classico perdu 3-0 au Bernabeu contre le Barça, le Real Madrid est à 15 points en Liga. Totalement. La Liga est terminée. La Liga est terminée. Terminée. Donc il y avait une sorte d'essoufflement, peut-être une sorte de suffisance, c'est normal, après deux Ligues des Champions gagnées, une 3 Ligues des saison. Champions. Non, parce qu'à ce moment-là, il y en avait deux. Pardon, Oui, excuse-moi. Excuse-moi. deux de Oui, suite. ok. D'accord. Non, non. 3 avec celle de 2014, oui, effectivement. 3 avec celle de 2014. Mais deux de suite, le doublé en 2016-2017, la Super Coupe d'Espagne aussi, qui a été gagnée brillamment lors de En- deux classicos qui, pour moi, restent dans les annales. Avec un Euh, beau but d'Asensio au Bernabéu. un but magnifique d'Asensio et un but merveilleux de Cristiano Ronaldo à l'aller au Camp Nou. Donc, il y avait un peu d'essoufflement. Zidane, lorsqu'il part en 2018, il le dit, cette équipe a besoin d'un autre souffle, d'un autre discours pour gagner. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il était honnête? Je le pense, mais peut-être pas. Euh, on va dire qu'il n'était pas complet dans ses explications parce que il savait qu'il y avait besoin de changement. Et d'ailleurs, quand il revient une année plus tard, on voit le mercato qu'il fait. Alors certes, il y a Cristiano Ronaldo qui était parti entre-temps, mais par contre, il avait acheté Fernand Mendy parce que Ouais. il voyait qu'il y avait un signe d'essoufflement, par exemple au niveau de Marcelo. Voilà. Donc, et moi, il y a un fait qui m'avait interpellé lors de la finale de Kiev, c'est que Florentino Pérez avait été interrogé et l'une des premières choses qu'il dit, c'est que l'effectif est bien comme il est. Là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il essayait de s'auto-convaincre qu'il n'y avait rien besoin de toucher. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Cristiano Ronaldo est parti, Mhm. Kovacic est parti en prêt, C'est vrai. Lopetegui a demandé Rodrigo Moreno et Thiago Alcantara. Il n'a eu aucun des deux et il a eu les départs des joueurs que je viens de citer. Voilà. Et on est quasiment dans la même, dans la même phase, en fait, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en réalité. Malgré, du coup, ça fait quoi? C'était il y a 8 ans? Intéressant, parce que tu me rappelles des choses, là. Oui, parce que ça m'a marqué. J'ai vécu vraiment cette période intensément. Et après, également, quand Zidane revient, parce qu'il vient avant la fin de la saison en question, et il y a des informations qui avaient été filtrées, comme quoi, déjà là, donc même avant la fin de la saison 2017-2018, il y avait des gens dans la Junta, dans le conseil d'administration, qui n'étaient pas
qui n'était pas en phase avec ce que Zidane prévoyait de faire. Parce qu'il avait obtenu certaines garanties pour pouvoir revenir. Et il avait demandé certains joueurs. Et justement, on en vient à un point qui est clé, c'est le fait que le conseil d'administration, l'équipe dirigeante du Real Madrid de manière globale, souhaite garder la main sur le sportif. Et pour comprendre comment c'est arrivé, il faut revenir aux années Mourinho. En 2011, en janvier 2011, Mourinho demande un attaquant supplémentaire en sus de Karim Benzema et de Gonzalo Higuaín Adebayor. à Emmanuel Adebayor. Valdano refuse et Mourinho engage un bras de fer qu'il a gagné, puisque Valdano a été destitué, malgré la relation privilégiée qu'il avait avec Florentino Pérez. Là, de l'aveu même de Florentino Pérez, lorsqu'il officialise cette destitution, il donne un rôle de manager à José À Mourinho, José Mourinho. comme les managers en Angleterre, c'est-à-dire un entraîneur qui s'occupe également de la politique sportive. Mais, lorsque Mourinho est parti, l'équipe dirigeante a repris la main C'est vrai. sur le sportif. Et depuis là, ils ne l'ont plus lâché. Voilà. Ils sont cohérents avec ce qu'ils font finalement. Ils sont cohérents avec quand tu observes comme ça, c'est vrai qu'ils sont plutôt cohérents du coup, même si on peut exposer diverses choses là par rapport à ce qui est en train de se passer en interne, notamment par rapport au président. On peut avoir énormément de doutes quant à lui, quant au moment, quant au timing. Euh, mais finalement, c'est plutôt cohérent avec ce qui s'est passé dans le passé. Oui. De ne pas aller dans le sens du coach, d'aller dans le sens des joueurs. C'est quelque chose qu'on a souvent vu au Real, finalement, avec du Oui, recul. c'est quelque chose qu'on a souvent vu. La Mourinho, principale. Mourinho Ouais, a été, vas-y. Mourinho a été viré à cause des joueurs. Oui, Rafa Benitez a été viré à cause des joueurs. oui. Lopetegui a été viré à cause des joueurs. Surtout les résultats. Non, alors là, justement, non, Ah non, là, il y a- c'est vrai que ça non, va plus dans le sens. parce que, C'est un mélange avec Xabi Alonso actuellement, parce que il y a un peu de résultats aussi avec Xabi Alonso, mais il y a aussi des joueurs. C'est vrai que c'est un mélange. pour moi, c'est pas. Alors, les joueurs, oui, mais pourquoi? Pour une manière totalement différente. Lorsque Zidane part en 2018, le Real Madrid est un peu pris de court. On va pas se Oui, mentir. Ça part totalement. de Pochettino, mais il vient, Totalement. il vient de To- renouveler avec Tottenham Totalement. et il n'y a pas beaucoup de solutions. Qu'est-ce que fait le club? Vont sonder les poids lourds du vestiaire. Quel est le nom qui ressort? Lopetegui. Lopetegui. Pourquoi? Il l'avait en équipe d'Espagne. Casemiro l'avait eu à Porto. C'est vrai. Et j'ai toujours une image. Premier Mais du match coup, de mais du coup, précédent. du coup, c'est les joueurs qui ont quand même tendu encore une fois qui ont envoyé le nom à la direction et la direction a. Ouais, non, c'est ça. Encore une Ouais. fois, les joueurs. Hein. Mais moi, j'ai Intéressant. toujours cette image parce que, effectivement, voilà. Parce que, comme on l'a dit, les joueurs sont vraiment l'actif principal. Donc, c'est eux qui bénéficient, en fait, du statut de privilégié. Mais, je me souviens tout le temps, justement, de cette pré-saison aux États-Unis avec ce premier match contre la Juve, où le Real Madrid gagne, mais de manière très facile contre la Juventus, Je m'en avec un rappelle. pressing très haut, avec Asensio, avec Vinicius, avec Odegaard, avec Valverde, avec Ceballos. Donc, les joueurs qui n'étaient pas des titulaires en puissance à cette époque-là. Et on se dit, mais quand les titulaires vont revenir, ben, on va rouler Qu'est-ce sur que, tout le monde avec qu'est-ce ce que ça truc-là. va être? Qu'est-ce que Et ça au va être? final, patatras, non, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et moi, j'ai ma théorie, qui est celle, qui est la suivante. Pour moi, les joueurs ont voulu prendre un coach qui, on va dire, ils savaient qu'ils allaient un peu se la couler douce et puis qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Moi, ça a toujours été ma théorie parce que je pouvais pas comprendre cette différence entre ce que j'avais vu avec des En, remplaçants en en termes pré-saison, d'attitude. Même, en même termes si on de. dit, même si on dit que c'est un autre contexte, en termes d'attitude. Rien qu'en termes d'attitude, on voit qu'il y avait, qu'il y avait une grande différence. Et ça s'est retranscrit dans certains matchs de Liga où le Real Madrid avait perdu à Séville. Et puis après, ce fameux Classico qui avait été perdu 5-1 et qui avait précipité le licenciement de Lopetegui. Est-ce que le Real Madrid éduque mal ses joueurs? Le Real Madrid fait confiance à ses joueurs parce que
il a vu que ça pouvait lui être bénéfique par le passé. On le voit que il y a certains joueurs, quand même, si même ils ont eu des fois des coups de moins bien, les années d'après, ils ont quand même pu avoir un rendement plus que satisfaisant. C'est vrai que certaines saisons, Toni Kroos, Casemiro, c'était compliqué. Modric, justement, après cette saison-là, cette saison Ballon d'Or, c'était aussi une saison compliquée pour lui. Mais après, euh, ils ont eu un rendement qui nous a encore permis de gagner deux Ligues des Champions récemment. Donc je pense que c'est pour ça que le club leur fait confiance. Mais il y a aussi un autre aspect pour moi, c'est celui de l'argent. Celui de l'argent. Le club Ne voilà. veut pas perdre ses actifs. Maintenant, le club fait confiance à ses joueurs. Le club a fait confiance à ses joueurs, finalement, dans la décision finale de destituer Xabi Alonso. Oui, tout à fait. Et moi, ce qui me dérange dans la destitution d'Alonso, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire comme si la saison dernière n'avait pas existé. Ok. Parce qu'il y a un coach qui avait une approche totalement différente et beaucoup, enfin, plusieurs informations sont sorties comme quoi les joueurs considéraient que le coach en question, Carlo Ancelotti pour le nommer, était dépassé et qu'il ne croyait plus en son message. Donc à partir de là, ma question est, mais vous voulez quoi concrètement? Et est-ce que le coach est vraiment le problème? Et je pense que ce qui s'est passé contre Levante est le fruit de cet état de fait. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de supporters qui ont dit à un moment, on peut pas tout mettre sur la faute du coach, surtout que le coach est destitué. On se dit, on s'attend à une équipe euh, qui aura une toute autre attitude à Albacete, et finalement, elle se fait éliminer contre une équipe qui est 17e de D2 et qui n'a plus gagné un match depuis le 8 décembre dernier. À qui la faute, du Et coup? À Xabi Alonso? non, 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 Est-ce non. que le Real Madrid sait se remettre en question, ou du moins, est-ce que ses joueurs savent se remettre en question? Moi, je trouve qu'il y a un manque d'introspection. Hmm. Et, et Mais ça, malheureusement, c'est à l'image du président aussi, en réalité. moi, je pense que le président, ou en tout cas lui ou les personnes qui gravitent autour de lui, se disent, on gagne, on touche rien, dans les grandes lignes. Pas besoin d'être prévoyant. Moi, je suis pas en accord avec cela, parce que justement, par le passé, c'est pour ça que je reprends l'exemple de 2018, ça nous a montré que ça pouvait s'avérer rédhibitoire et que le mercato d'après, tu dois faire des dépenses. Tu dois au final faire des dépenses et changer les choses. Et là, si je prends l'exemple des milieux de terrain, si Zubimendi n'est pas venu, c'est pas une question d'argent. Et ça a été confirmé par Ramon et par Picon, c'est parce que on a dit à Xabi Alonso, on a fait cet investissement sur ces joueurs-là, il faut faire avec. Voilà. Après, il y a eu aussi une histoire d'argent. OK. Il y a eu aussi, en tout cas de ce qu'on m'a expliqué, il y a eu aussi une histoire d'argent dans le sens où le joueur avait déjà donné son accord, en tout cas les agents avaient déjà donné leur accord à Arsenal, et que pour péter cet accord, il fallait rajouter un surplus en plus de la clause libératoire à hauteur de 60 millions. Donc tu pouvais te retrouver très facilement à une opération entre 70 et 80 millions pour le Real Madrid, au lieu de Plus, l'im- 60. plus l'impôt basque, je crois. S'il y a un impôt basque, je sais pas, mais peut-être. Ouais, Peut-être. Peut-être ouais. effectivement. En début de vidéo, tu disais un truc intéressant, Johnny. Alors, je sais pas si tu l'as dit de manière naturelle parce que la fin de son mandat est en 2029 ou si parce que tu as peut-être écouté des choses. Mais tu disais c'est bientôt la fin du mandat de Pérez. Ou en tout cas, c'est bientôt la fin de Pérez. Ouais. Alors, effectivement, il y a cette information de Pepe Alvarez qui a fait grand bruit, Mhm. qui a été démentie, mais on va dire que la quantité de démentis est un peu trop grosse Pour l'information pour d'un qu'il y ait rien. insider qu'on ne sait pas qui est Pepe Alvarez. Voilà. Et pourquoi je crois à cette information, on en a déjà discuté, c'est parce qu'une semaine avant qu'elle soit publiée, je reçois la même. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'au final, il partira avant la fin de son mandat? C'est possible. Euh, Moi, j'aimerais quand même dire une chose.
quand il est revenu, quand M. Florentino Pérez est revenu en 2009, tout le monde aurait signé pour ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut Ah pas bah, oublier d'où on vient. combien Voilà. complètement. Ça, c'est Ouais. ça. On revient des enfers. Voilà. Et l'exigence, voilà, En dessous de terre, quoi. voilà. Et l'exigence qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui a amené, qui a ramené le club à ce niveau d'exigence. Parce que maintenant, les supporters ont été Lui et ses habitués, coachs. Lui et ses coachs. Mais lui et oui, ses coachs, lui voilà, et ses choix, on va dire. Lui et ses voilà. choix. Il faut rendre à César ce qui est à C'est César. vrai. Donc, c'était lui qui a ramené ça, il ne faut pas l'oublier. Mais Hein. est-ce que cette exigence, il n'est pas en train de l'oublier un peu? Peut-être qu'il Ou est-ce que la nature ne fait pas que Florentino Pérez est obligé de s'adoucir avec le temps et qu'aujourd'hui, cette exigence, on ne l'a peut-être plus à l'image de ces paroles qu'il avait pu dire à Luka Modric l'an passé en disant on ne peut pas toujours gagner. Tu vois, des choses que tu n'aurais pas vues il y a de ça 10 ans en arrière en réalité. peut-être qu'il a appris à mettre de l'eau dans son vin, peut-être en raison du fait que maintenant, il sait que le football, il a changé, Mhm, comme dirait que, Mbappé. comme dirait Mbappé, que le prix des transferts est exorbitant pour un club comme le Real Madrid et que ça devient et ça va devenir très compliqué de pouvoir continuer à rester compétitif face à la concurrence, notamment internationale. Et c'est aussi pour ça qu'ils recherchent des solutions pour que le club puisse continuer à être compétitif. Voilà. J'ai envie de revenir sur cette information de. Enfin, c'est pas une information. Sur la fin de Florentino Pérez, parce que ça marquerait vraiment une rupture, un choc en réalité pour tout le madridismo, parce que nous, de notre vivant, Johnny, on a connu combien de présidents au final? Deux présidents fixes, enfin un peu plus, parce que mais après, quand j'étais gamin, moi, Lorenzo Sanz, j'ai pas énormément de souvenirs, très vaguement. Toi, t'en as ou pas? Ouais, Non, footballistique, juste footballistique. on a connu trois présidents en totalité, nous, de notre mémoire, on va dire, parce qu'on est de la même génération, et un président intérim, etc. Voilà. Boluda, voilà. Boluda et puis Fernando Martin. Et Fernando Euh, Martin, voilà. exactement, Ouais. exactement. Le problème, c'est quel va être l'avenir du Real Madrid après Pérez? Parce que là, il veut changer les statuts du club. Euh, t- on dit que du coup, il se dirait qu'il pourrait partir à la fin de son mandat, et j'ai envie d'insister sur ça. Parce que c'est plus qu'un bruit de couloir. Et ça, faut le savoir. C'est que ça parle énormément sur ça, pour diverses raisons. Moi, c'est quelque chose qui est également arrivé à mes oreilles. Donc, pour rappel, son mandat s'achève du coup en 2029. Mais il y a des bruits qui courent comme quoi, effectivement, le président pourrait, au conditionnel, hein, euh, potentiellement arrêter avant, parce que voilà. À voir ce qui se passera. Rien de sûr encore. Est-ce que ça serait s'arrêter cette saison ou l'année prochaine ou dans 2 ans? Mais il se dit qu'effectivement, il pourrait potentiellement arrêter. Encore une fois, ce sont des bruits de couloir, rien d'officiel, ça vient pas de la bouche du président, mais c'est des choses qui peuvent sortir du club et qui peuvent tomber dans une conversation comme une autre parce que des gens discutent avec d'autres personnes autour du club et que les gens voient ce qui se passe en interne et ça parle beaucoup. Euh, Moi, ma question de Johnny, c'est l'avenir du club. Parce qu'il veut changer il veut changer, je crois, on en a parlé un peu d'ailleurs, toi et moi. Il veut changer les statuts du club. C'est une bonne idée pour toi, ça? La SAD? Alors, La potentielle SAD, parce que c'est pas réellement une SAD de ce qu'il voilà, nous a dit. justement, parce qu'au D'ailleurs, début, au passage, autre petite, je sais pas si je vais l'appeler ça exclu ou pas, il devait y avoir une assemblée en décembre, après la fameuse assemblée de tous les ans des socios en fin novembre. Elle avait été finalement décalée en février et a priori de ce qu'on me dit, elle ne devrait pas se dérouler en février. On me donne pas exactement la raison, je pense qu'il y a diverses raisons, mais l'une des raisons, forcément, c'est le sportif. Et le fait qu'il y a eu ce week-end des sifflets pour les joueurs, les mouchoirs blancs pour le président. D'ailleurs, mouchoirs blancs, pareil, on m'explique que le président était très touché émotionnellement. Il n'était pas tant énervé, c'était plus de l'émotion de tristesse, on va dire, de voir à quel point effectivement le public pouvait aller à son encontre.
Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, Johnny? Alors, justement, effectivement, outre les mouchoirs blancs, comme l'a dit Manolo Lama récemment, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'avait plus entendu des cris de Florentino démission C'était en au 2006. Bernabéu. Et alors, c'était Donc, c'était aux alentours de février, je l'ai dit en intro tout à l'heure. Il démissionne exactement le 26 février 2006. Et les premiers sifflets, c'est le week-end d'avant, je crois, hein. Les sifflets avec les fameux mouchoirs, c'est juste avant. ouais. Alors, la première chose, c'est que, quelle que soit la date à laquelle il partira, on sait ce qu'on perdra, mais on ne sait pas ce qu'on gagnera. Ça, c'est la première chose. Maintenant, cette colère d'une partie des supporters, on a évoqué plusieurs potentielles raisons. Il y en a peut-être une autre, justement, par rapport à tout ce qui est aspect institutionnel du club. Maintenant, le club est on l'a vu, dans d'autres combats, que ce soit dans la réforme de ses statuts, contre, contre l'arbitrage espagnol, contre l'UEFA, contre Tebas. Donc déjà, par rapport à ce changement de statut du club, est-ce que justement les supporters n'apprécieraient-ils pas cette forme, on va dire, d'opacité et de manque de transparence? Parce que lors de la dernière assemblée des sociocompromissaires en fin novembre que tu as mentionné, Il nous faut des détails, John. voilà, Il faut qu'on nous explique pourquoi cette direction veut tant changer les statuts d'un club quand on voit chaque année les classements des divers médias économiques américains ou anglophones qui nous disent à chaque fois que le Real Madrid est en tête de tous les classements des plus grands clubs au monde, tous sports confondus en termes d'argent entré, etc. Et là, on nous explique qu'on voudrait changer les statuts du club, un club qui, en théorie, fonctionnerait bien selon ce qui sort dans la presse, etc. Mais pour quelle raison, du coup? Pourquoi devrions-nous changer de statut, potentiellement faire entrer une petite partie des investisseurs étrangers au sein du club? Parce qu'une fois que, en fait, le problème, c'est que il y a beaucoup de scepticisme autour de ça, parce que à partir du moment où tu fais rentrer, à un moment dans ta vie, genre 10 ou 15% d'investisseurs étrangers, qui te dit que dans 50 ans, ce sera pas le club entier, en fait? Il est là le problème, en fait. Donc, pourquoi vouloir changer ses statuts quand on nous vend que le Real Madrid est le club le plus solide au monde financièrement, qu'on vient de construire un stade, que quelle est la raison? Moi, je l'ai la raison parce qu'on m'explique, on me l'explique en off. Qu'est-ce qui se passe réellement? Euh, et grosso modo, bah c'est l'argent finalement. C'est l'argent, parce qu'en quelque sorte, il y a une dette par rapport à surtout l'emprunt du stade. C'est pas une dette, c'est l'emprunt du stade qu'il faut rembourser assez rapidement. Et ça a été un coût bien plus important que ce qui était prévu et que bah, il faut rembourser. Il faut rembourser et c'est l'une des solutions trouvées. En fait, c'est un plan B. Parce que le plan A, à mon sens, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Johnny, mais le plan A, pour retrouver une certaine solidité financière, on va dire, parce que le club est déjà solide et bien noté, c'était la Super League. oui, tout à fait. Parce que le club prévoyait euh, des, des revenus bien plus importants que ce qui touche maintenant avec la Ligue des Champions, même avec le nouveau format, ce qui est pour moi une très bonne idée. Maintenant, cette Super League reste une inconnue. La dernière nouvelle, c'est justement effectivement les batailles juridiques que le Real Madrid a remportées et cette fameuse plainte que A22 va effectuer C'est vrai, contre l'UEFA. Mais c'est vrai. ça reste de la spéculation. On ne sait pas ce qui va se passer. Effectivement, Ouais. que si cette manne financière tombe un jour, ça serait positif. Mais en ce qui concerne la compétition en soi, on n'a pas de nouvelles. Il n'y a vraiment rien qui a filtré comme quoi elle pourrait commencer ces prochaines années. Maintenant, j'aimerais encore insister sur un point, c'est que j'ai une petite idée qui me dit que peut-être que certains supporters profitent du moment délicat sportif Toi, t'es dans le sens d'Arbeloa. pour, attends, pour exprimer leur mécontentement par rapport au comportement du club. Ok, Je m'explique. vas-y. Donc, quand Arbeloa parle de campagne contre le Real Madrid, Non, c'est pas forcément ça. ok, Il faut vas-y. maintenant, il faut se, il y a deux faits pour moi qui sont charnières
dans l'attitude du Real Madrid qui ont écorné son image pour moi. C'est déjà la finale de Coupe du Roi Ah, en avril 2025, que les supporters, notamment les Catalans, ne se réjouissent pas trop vite. Je ne vais pas parler du fait que Rudiger a voulu lancer un glaçon sur l'arbitre. Non, c'est que le Real Madrid a émis un communiqué suite à la conférence de presse lunaire de Burgos Bengoechea et de son assistant, en disant, en enjoignant la Fédération espagnole de football à prendre les dispositions qui s'imposaient, avec tout ce que cela comporte. 2 heures après, on a un communiqué du Real Madrid qui dit, malgré les rumeurs, le Real Madrid va disputer la finale de Coupe du Roi demain. En termes d'image, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a beaucoup tu de... penses que ça a mal été géré? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, on me dit que le Real Madrid a obtenu des concessions. Ok. Donc, peut-être qu'ils ont, Ils ont profité ils de ont, ça pour mettre un peu la pression. voilà, ils ont trouvé leur compte, mais en termes d'image, c'était totalement désastreux. Il y a des personnes qui se considèrent comme florentinista, donc partisans de Florentino Pérez, qui ont exprimé un peu de l'amertume et de la honte par rapport à ce qui s'est passé. Eux, ils auraient préféré que le club paye les billets et les transports à tous les supporters du Real Madrid qui étaient venus à Séville ce jour-là et rentrer À Madrid. à Madrid parce que, je reprends les termes de José Miguel Villarroya, la dignité n'a pas de prix. Voilà. Et il y a un autre fait, pour moi, qui a peut-être suscité euh, beaucoup de, beaucoup de défiance de la part des supporters, c'est le changement de cap dans l'affaire Negreira. Parce que pendant des années, on est main dans la main avec le Barça, et tout d'un coup, on change de cap. Et ça, je pense que l'attitude du Real Madrid avec le Barça pendant des années a dérangé beaucoup de supporters, beaucoup de socios. Et moi, Parce le que premier. quand on a Florentino Pérez qui dit il faut aider le Barça, Non, moi, ça me va pas, ça. voilà. Et même des partisans de Florentino Pérez comme Ramon Alvarez de Mon ont dit vertement que ça lui plaisait pas. Voilà. Euh, quelle aurait été la solution parfaite pour toi l'année passée en finale de coupe? Pour toi, qu'est-ce que le Real Madrid aurait dû faire? Euh, c'est pas facile. Tu vois, tu vois, et ça, c'est magnifique comme question, Pablo. Parce que, tu vois, là, on est là à commenter, à émettre des jugements de valeur. Mais on ne sait Mais, pas mais, aussi ce qui s'est passé en interne et qu'est-ce qui s'est et, dit. et on n'est pas à la place, toi et moi, si on était maintenant à la tête du club, on aurait fait quoi sur le moment? Moi, tu veux que je te le dise? Vas-y. Parce que moi, je suis un peu extrémiste aussi, dans le sens du Real Madrid. Je pense que j'aurais pas joué la finale. Je pense que j'aurais pas joué la finale. Je peux pas jouer une finale dans laquelle un arbitre qui pleure et explique pour X ou Y raison que c'est compliqué d'arbitrer un match du Real Madrid parce que il subit à cause de sa chaîne de télé comment dire de harcèlement, etc., etc. Il y a pas de problème, ça je le respecte. Mais dans ce cas-là, ce que j'aurais dit moi, c'est bah écoutez, vu que votre arbitre n'est pas apte à disputer ce match. Moi, je veux pas entrer dans ça, je joue pas le match. Et vous faites en sorte de soit de changer d'arbitre, ou soit nous, on joue pas. Et le Barça gagne sur tapis vert, il n'y a pas de problème. Mais je rentre, en fait, je préfère pas entrer dans ça, tu vois. Je préfère pas entrer dans ça. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est quand même grave. Euh, qu'on soit d'accord ou non avec les vidéos de Real Madrid TV, moi, je suis pas d'accord avec toutes les vidéos, on va dire, qui sont faites en amont, Mhm. mais que l'assistant, et là, c'est même pas de Burgos Bengochea, c'est effectivement très malheureux si son fils subit des railleries et des moqueries à l'école par À rapport à l'école. ça. Encore faut-il prouver que ce soit dû Que ce aux soit vrai. vidéos de Bon, Real Madrid après, TV, ce je qui n'est pense, pas le cas. Oui. je pense pas qu'il mente au sujet de son fils, quand même. Ah non, il ment pas, mais comment est-ce qu'il peut être certain que c'est dû aux vidéos de Real Madrid Oui. Télévision et pas simplement de la réputation qu'il a? Voilà, déjà, ça, c'est la première chose. Mais par rapport à l'assistant dit que des mesures doivent être prises par rapport à ces vidéos. Donc à l'égard du Real Madrid, c'est ça qui a dérangé concrètement. Un arbitre qui Mais va ce qui est officier marrant, le lendemain. ce qui est marrant, Ouais. c'est que quand ce sont d'autres équipes qui sortent
Et de manière plus officielle d'ailleurs, parce qu'il faut le rappeler, Real Madrid Télévision, c'est pas la chaîne officielle du club. Oui, c'est la chaîne du club, mais c'est une chaîne qui est rattachée à une boîte de production à part du club. Tu vois, c'est pas Hmm. le Real Madrid qui produit Real Madrid Télévision, c'est une boîte de production qui bosse avec la Sexta qui produit. Enfin, par contre, quand d'autres clubs sortent en costard cravate devant leur drapeau et font des communiqués de 4 minutes sur Twitter pour dire hier ce qui s'est passé au Bernabéu, c'est honteux. Nous, on ne peut pas jouer dans ce genre, dans cette Liga, etc., etc. Ou quand d'autres clubs font la une de Marca après un derby de Madrid en Coupe du Roi et explique que ça a toujours été comme ça au Bernabéu, l'Atlético de Madrid. Gilles Marine, tu te rappelles pas la une chez Marca? Juste après le Si, si, derby en Coupe du si, si, Roi? si, si. Et qui font la une de Marca du coup. Pareil, beaucoup plus officiel, vu que c'est le directeur général de l'Atlético de Madrid qui sort et qui fait la une de Marca et qui donne une exclusivité à Marca. Ou encore des joueurs ou des acteurs comme hier, comme le match du Barça par exemple, qui s'est fait voler, faut le dire, et est sorti et a dit les termes. Mais bizarrement, là, ça pose pas de problème. Ah, mais le deux poids, deux mesures avec le Real Madrid, ça, Ah, mais c'est quelque chose. moi, c'est ma question, du coup, tu vois. C'est pour ça que je te dis que j'aurais pas joué ce match-là, parce que quand ce sont les autres, on n'a pas le même discours du côté du corps arbitral, de la ligue, de la fédération, tu vois. Ah oui. Deux poids, deux Non, mais mesures. ça totalement. Et c'est pour ça que tout sur ces combats institutionnels contre l'arbitrage espagnol, la Liga et l'UEFA, là, moi, je soutiens à 100% le club et Florentino Pérez parce que les pratiques de ces entités, soit ne relèvent pas de la normalité, soit ne sont pas dignes du statut qu'elles possèdent. Moi, je suis désolé. Et c'est ce que Villarroya avait dit sur la chaîne de Ciro Lopez. Si ce qui s'était passé avant la finale de Coupe du Roi avec les deux arbitres en question s'était passé en Allemagne, non seulement ils n'auraient pas arbitré le lendemain, mais ils auraient pu arbitrer un match de leur vie en Allemagne. Et moi, je veux bien le croire. Donc, je suis désolé, il y a beaucoup trop de choses qui ont été normalisées qui ne sont pas normales. Concernant le Real. Concernant le Real, après, effectivement, bon, l'arbitrage espagnol, ça touche tout un chacun, toutes les équipes de la Liga, mais effectivement, ben, par rapport aux deux poids, deux mesures, mais imagine si c'était le Moi, ce Real qui me Madrid, dérange, moi, ce qui me si dérange c'était le aussi. Real Madrid qui avait payé Negreira, imagine. Non, mais je préfère même pas imaginer. Ouais, Ça, je préfère même pas imaginer. Ça, je préfère même pas imaginer parce que ouais. j'arriverais même pas à écrire le roman tellement il serait compliqué à imaginer, tellement ça aurait été la fin du monde. Euh, moi, ce qui me choque, non, enfin, c'est pas que ça me choque, parce que ça peut me choquer que un arbitre pleure, que ça le rende triste, que ce soit compliqué à gérer, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu te remets jamais en question? Toi, l'arbitre, tu peux pas te remettre en question. Genre, vu que tu es arbitre, tu as le droit de tout faire, tout dire, sortir en conférence de presse, pleurer. Euh, tu fais une prestation naze. Y a pas de remise en question. L'arbitre a toujours raison, en fait. Même quand il a tort, il a raison. C'est ça l'arbitre. Parce que l'arbitrage espagnol, c'est quelque chose aussi, tu vois. Mais on a l'impression qu'avec l'arbitrage espagnol, on peut rien dire. On ne peut rien dire. C'est pas une impression, c'est factuel. On ne peut rien dire. Il y a aucune introspection. Hmm. Il y a, il y a aucun arbitre espagnol qui a été pris lors de la dernière Coupe du Monde des clubs. Il y a peut-être Sanchez Martinez qui sera pris à la Coupe du Monde, mais d'une manière générale, les arbitres espagnols sont boycottés alors que ce sont ceux les mieux rémunérés du continent. Il faut bien le Abusé. rappeler. Et il n'y a aucune introspection. Lorsque le nouveau président du comité technique arbitral a été nommé, il a dit on va oublier l'affaire Negreira. On ne peut pas passer dessus dans le sens où il y a encore des arbitres de cette époque-là. Donc lui, il est de son devoir on va dire, d'amener une nouvelle vague d'arbitres, parce que moi je suis certain qu'en Espagne, il y en a, parce que les Espagnols ont une culture Oui, footballistique bien sûr. exceptionnelle, Bien sûr. et on voit que justement, il y a un déni. Il y a un déni, c'est circuler, il n'y a rien à voir, ou alors on met la poussière sous le tapis. Il y a une forme d'omerta que je ne comprends pas. Enfin, si, c'est que euh, la saison passée, effectivement, Rafael Luzán, le président de la Fédération espagnole, a démis Medina Cantalero de ses fonctions, donc le président du CTA. Mais ça reste pour moi des changements cosmétiques. Il faut faire une réforme globale. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une volonté concrète.
de faire des réformes de haut bas, peut-être parce qu'il y a des gens qui sont en place, Il y a qui sont il y bien a dans un leur précarité. intérêt, il y a un intérêt, il y a un intérêt. On connaît comment ça fonctionne. L'Espagne, tout à l'heure, on va recentrer le débat sur le sujet sur le Real, parce que là, on s'écarte un peu. Il faudrait en faire toute une vidéo sur l'arbitrage espagnol. Mais dans ce débat, dans cette question de le Real Madrid a-t-il perdu la tête? Encore un exemple, finalement, tu l'as évoqué tout à l'heure. Là où le madridismo ne se reconnaît pas en Florentino Pérez, quand il nous dit pendant plusieurs saisons, il faut protéger le Barça, il faut les aider, et du jour au lendemain, on nous réclame à nous journalistes de parler beaucoup plus et d'être beaucoup plus virulent quant à l'affaire Negreira. Chose qu'on fait déjà, hein, parce que c'est notre métier aussi de rapporter ce genre d'informations. Euh, mais c'est quelque chose qui n'avait jamais été dit à la presse pendant 2 3 ans. Et cette année, donc en fin 2025, le Real Madrid s'est réveillé et a dit faut appuyer sur l'affaire Negreira, parce que c'est quand même l'un des plus gros scandales du football espagnol, etc., etc. Chose auquel je suis énormément d'accord et totalement d'accord. Le problème, c'est que bah, l'affaire Negreira, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans que c'est en cours et que ça date pas de là, là. Donc pourquoi ne s'être pas réveillé avant, John? Alors, par intérêt, Laporta l'a aussi confirmé. Euh, les deux clubs marchaient main dans la main avec le projet de Super League. Et lorsque Juan Laporta a décidé de tourner le dos avec des points de suspension au Real Madrid pour se rapprocher de l'ECA et de l'UEFA, apparemment Florentino Pérez a vu ça comme une trahison. Mais, mais, il y a vraiment pour moi un faisceau d'indices concrets qui démontrent que les deux clubs marchaient de main dans la main. J'ai toujours cette image en tête où le Real Madrid en 2021 émet un communiqué dans lequel il dit qu'il ne s'associera pas à CVC et qu'il contestera cet accord qui prévoyait, je crois, de reverser, d'hypothéquer 10% des droits de TV de chaque club, ou alors 25%, je ne sais plus, pendant les 50 prochaines années. Quelques minutes, ou je crois dans les 2 heures qui ont suivi, il y avait le communiqué Du du Barça. Barça pour dire que Messi allait partir. Parce que c'était la solution de Laporta, le CVC, pour que Messi puisse Puisse rester. rester. Mais comme il était justement, il suivait la ligne du Real Madrid, eh ben, il savait il allait faire exactement la même chose que le Real Madrid, donc il ne pourrait pas garder Messi. Donc il y avait quand même vraiment deux clubs qui marchaient main dans la main et la relation s'est détériorée. Ben, au Oui, mais final, ça me va pas, ça. Moi, en tant que supporter du Real Madrid, qu'est-ce que je m'en fous du Barça? ça va pas à toi, il n'y a pas qu'à toi que ça va pas. C'est ça? Il y a beaucoup de supporters du Real qui se sont. Qu'est-ce que nous autres supporters du Real Madrid, ce qui nous importe le plus, c'est le sportif en réalité. Nous, tout ce qu'on veut, c'est battre le Barça. On nous vend que oui, il faut un Barça fort, etc., etc. Il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Peut-être qu'il faut un Barça fort pour rendre la Liga beaucoup plus attractive. Mais moi, en tant que supporter du Real Madrid, voir le Barça un jour, par exemple, descendre en deuxième division et ne pas avoir de Classico pendant un an, ça me dérangerait pas non plus. Ça me ferait plaisir. Tu vois, enfin, c'est Oui, pas oui, grave. Tu vois? je vois parfaitement où tu veux en venir. Alors, Florentino Pérez a suivi une stratégie qui est celle de justement valoriser la marque Classico, parce que Hmm. c'est quand même le match de football en tout cas de club le plus regardé au monde, et aussi de ne pas embêter ce qui était l'un de ses deux seuls alliés, qui est après devenu le seul, dans ce projet de Super League. Donc, il s'est dit, vu que le Barça fait entre guillemets des concessions pour moi, je vais en faire Je vais pour en lui. faire pour lui. Mais effectivement, auprès de certains supporters, ça passe mal parce que certains estiment que justement, on va dire que euh, ce suivi du Barça n'est pas une justification pertinente pour agir comme le Real Madrid a agi. Voilà. Ça, je sais pas. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est le changement de cap maintenant par rapport à l'affaire Negreira. C'est-à-dire, Parce c'est-à-dire, il est vraiment brutal hmm. et l'impression que ça donne, c'est que c'est pour faire passer les nouveaux statuts du club plus Ouais. facilement. Ouais, Voilà, on c'est en avait surtout parlé ça. ça. On en avait parlé de ça. Je pense aussi, effectivement, et je vous ramène à cette vidéo qu'on avait tournée avec John il y a quoi? Il y a un mois, genre? C'était en décembre, sur cette question-là.
Euh, Écoute, recentrons encore une fois pour la fin de la vidéo sur Arbeloa. J'ai envie de recentrer sur Arbeloa. Son discours sur son équipe, sur ses joueurs. On voit qu'il est derrière eux. Je pense il a vu ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Xabi Alonso qui, comme vous l'avez rapporté ici, a eu des problèmes avec certains cadres du vestiaire. Ça a mal tourné. Le message ne passait pas, etc., etc. Là, on a un Arbeloa qui va totalement dans le sens de sa direction. Est-ce que, John, pour toi, c'est la clé pour réussir? Ou est-ce que tu penses qu'avec Xabi Alonso, on aurait pu avoir un avenir bien meilleur? Oui, mais seulement si les joueurs n'avaient pas été sacralisés et que le club avait donné raison à l'entraîneur avant les joueurs. Dans ces conditions, c'était pas possible. Mais est-ce que c'est Euh, une preuve, du coup, qu'il y a un semblant de perdre la tête, d'aller dans... pour moi, oui, parce que les joueurs actuels ont beaucoup plus de limites que ce que les gens Parce qu'on veulent va... l'admettre. Et on va Et surtout comparer, voilà. parce que beaucoup de gens disent oui, mais Cristiano, machin, ils l'ont fait avec Rafa Benitez, etc., etc. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que cette génération de footballeurs qui est extraordinaire, hein, on ne dit pas qu'ils sont nuls. Effectivement, Vinicius nous a rapporté deux Ligues des Champions. Effectivement, Valverde nous a rapporté deux Ligues des Champions. Effectivement, Bellingham a gagné une Ligue des Champions. Il n'y a pas de problème avec ça. Et il y en a d'autres qui ont gagné des LDC dans cette équipe. Le problème n'est pas là. Euh, le problème étant que plutôt la génération d'avant était légendaire. C'était des joueurs légendaires. Ouais. Est-ce que ces joueurs actuels, peut-être qu'il est un peu trop tôt pour Mais oui, tirer des mais conclusions hâtives, mais alors, moi, il y a vas-y. certaines conclusions qu'on peut déjà tirer par rapport à ça. Pour moi, ils peuvent venir légendaires en termes d'accomplissement. Mhm. Mais il faut tout le temps, il faut tout le temps distinguer les accomplissements du niveau. Je suis désolé, Vinicius Junior et Mbappé ne sont pas Cristiano Ronaldo et Benzema. Bah, écoute, c'est fort, hein. Non, C'est factuel. factuel. Même Ils sont, Mbappé que Benzema. oui. Ok, ok. C'est un Et là, avis, je parle, c'est un avis fort, hein. et là, je parle simplement de niveau. Après, bon, il faudrait qu'ils puissent De niveau retourner. Alors, intrinsèque. il faudrait qu'il puisse retourner dans le demi-espace gauche derrière une pointe. Là, il est pas, pour moi, il est pas où il devrait. Mais même si on parle de rapport au ballon, du niveau technique. Mais un Mbappé avec un Benzema, par exemple. Un Mbappé à la place de CR7 avec un Benzema dans lequel il tournerait autour de lui. Ah ben oui, bah ça, en équipe de France, c'était super. Mais on a vu la différence de niveau entre les deux. En tout cas pour moi, tu vois. Mais pour moi, attends, pour qu'on puisse juger totalement Mbappé au Real Madrid, il faut qu'il soit dans une attaque à deux, dans le demi-espace gauche derrière une pointe. Comme Pour moi c'était le aussi. cas à Monaco avec Falcao, des fois en équipe de France avec Giroud. Voilà. Et qui serait cet attaquant? Alors, je sais quel nom tu vas me dire. Moi, pour le rapport qualité-prix, c'est pas lui que je prendrais. Ok. Mais Tu prendrais qui du coup? ouf, je m'attirais certaines foudres euh, parce qu'il y a une certaine fibre nationaliste qui va pas me pardonner ce que je vais dire, mais je l'assume totalement. En termes de rapport qualité-prix, puisqu'il est libre cet été, Kopa Vlahovic. Ah ouais, Vlahovic. Il est libre. Je suis pas un grand fan de Vlahovic. Jamais été un grand fan de Vlahovic. Non, Après, mais je regarde pas énormément la Juve, hein. Je te cache pas, cette année, je regarde pas du tout la Juve même. Euh, compte-nous, tu l'as trouvé comment? c'est le seul match du Real Madrid que j'ai pas vu. Ah ouais. Ouais. J'étais dans l'avion pour Bali. Mm. Donc c'est le seul match de l'année que j'ai raté. Euh, Parce que je parle vraiment rapport qualité-prix, Oui, bien bien sûr. Non, évidemment. mais Parce que imagine, ah, non, mais imagine qu'on a le budget qu'on veut pour acheter ça. Genre Vinicius est parti, de la masse salariale s'est libérée, et on a de l'argent pour aller chercher un attaquant, un neuf. le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont partis l'été passé. Mhm. Et moi, quand il était à Stuttgart, ce Voltemade, là, il me plaît beaucoup.
Voltemade, ok, Nick Donc, Voltemade. Mais il est pas un peu trop jeune? Moi, j'en ai marre aussi des joueurs jeunes. J'en ai alors, marre. Moi, j'en ai marre qu'on me oui, dise le je suis transfert d'accord. de cet été, c'est Keith Smith. Le transfert de l'été prochain, Ah oui, oui, oui. c'est Jacobo Ramon qui revient de près comme moi. Tu vois, ça manque de transferts clinquants. J'ai envie de voir cet été, le Real Madrid se jette son dévolu pour Vitinha ou pour João Neves et casse la tirelire, tu vois. Non, mais Ça n'existe plus. évidemment que si tu veux une valeur sûre qui t'assure un nombre minimum de buts, évidemment que le profil de Erling Haaland, c'est un des plus adéquats. Et aussi, il y a aussi le fait que lui veuille venir, peut-être un Lautaro Martinez qui pourrait aussi beaucoup Tu vois, nous apporter. ou un Julian Alvarez, Alors, Julian Alvarez, pour moi, il aurait fallu le prendre quand il était à City. quand il était à City, je suis d'accord aussi. 80 millions, Hmm. c'était pour moi le move à faire en 2024. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Même pour le Barça, économiquement, ça va être compliqué de le sortir cet été. Mais ça aurait été un move intéressant, Et ça a été un move très intéressant, sans parler du fait que l'Atlético nous en demanderait bien plus à nous qu'au Barça, si forcément. on était sur l'été. Sa Ça, clause, sa clause, elle est à combien? je sais pas. Ouais. Ça, je sais pas. L'info, elle est très difficile à trouver, honnêtement. Mais par rapport à Haaland, il faut aussi mentionner le fait qu'il a 100% de ses droits d'image. Tu vois. C'est aussi pour ça que c'est une opération qui n'est pas facile. Maintenant, l'association Mbappé-Haaland, ça peut faire très mal. Ça, c'est vrai. On verra. Ouais. On verra. Mais par rapport à Arbeloa, j'aimerais dire encore quelque chose. Ok. Il a un autre statut que Xabi Alonso. Mhm. Parce que les gens oublient qu'avant d'être entraîneur, il est ambassadeur du club. C'est vrai. Il a, C'est vrai, ça. il a inauguré plusieurs camps, les cliniques. C'est vrai. Ça s'appelle des cliniques dans divers pays C'est vrai. européens et dans le monde. Donc, selon toute vraisemblance, après son étape à la tête de l'équipe première, qui peut durer un mois comme peut-être des 5 ans, à moins qu'il décide de prendre son envol comme entraîneur ailleurs, il va rester. Bah, c'est son message Euh, en réalité, hein. voilà. Lui se joue, moi c'est une petite excuse que je peux vous donner aussi, mais il se joue son avenir, c'est pas il se joue son avenir parce que mais lui l'idée après ça, parce que a priori c'est un intérim, à part s'il te fait le doublé Ligue des Champions et on se dit on y va avec lui, mais l'idée ce serait de l'intérim pour justement après lui dans son idée c'est de rester au Real. Oui, oui, oui. Enfin il a pas spécialement envie de bouger, en tout cas pas à l'instant T, et c'est ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'il se joue un peu son avenir au club aussi maintenant. En essayant de donner la meilleure image possible, essayer de rattraper en fait tout ça là. Pendant 6 mois, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse. On a parlé énormément des joueurs négativement. On a protégé entre guillemets un coach qui était mal vu en interne. Là, son objectif c'est de recoller les morceaux avec tout ce bordel grosso modo, pour justement derrière rester au club et voilà sa mission première en réalité aujourd'hui en tant qu'entraîneur du Real Madrid. L'une de ses missions, en tout cas. C'est mission et je pense que lui, comme tu l'as mentionné, il souhaiterait vraiment faire une étape de quelques années en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment envie. Parce qu'il a quand même il a quand même eu une ascension fulgurante. Avec les Rouvenila, il a fait du très très bon Ouais, travail. ça, c'est vrai, on l'oublie souvent. Et alors cette saison avec le Casilla au tout début, il a eu un début un peu compliqué, mais sur la fin, c'était aussi excellent. Il y a beaucoup de joueurs qui l'apprécient. Et d'ailleurs, et ça c'est effectivement très intéressant, maintenant les joueurs, ils n'ont plus d'excuses par rapport à l'aspect management. Et je prends l'exemple d'Iker Bravo. Iker Bravo ostracisé C'est vrai. par Raoul Par Raoul, c'est vrai. et remis en confiance Par Arbeloa. par Arbeloa. Est-ce qu'il va faire la même chose avec Vini? Il va essayer, je pense. Ouais, bah oui, il va essayer, bien sûr qu'il va essayer. Mais du coup, petite question, parce que c'est un peu le débat avec Victor. Joue-t-il un rôle parce qu'il veut justement garder ce poste et cette place au Real Madrid? Est-ce qu'il, du coup, il joue un rôle et il extrapole son personnage? Ou est-ce que c'est vraiment lui? Quand il parle en conférence de presse, quand il dit ce genre de déclaration, quand il dit Alors, mes garçons. Moi, pour moi, hein, je te le dis dire, pour moi, il est comme ça. Genre, on n'a pas besoin de le préparer à communiquer, c'est son discours, c'est sa pensée. Il est comme il est. c'est possible, parce que peut-être qu'il se dit, il faut couper avec ce qui vient de se passer, C'est ça. premièrement. Et deuxièmement, peut-être qu'il dit qu'en mettant
de la pommade aux joueurs en les valorisant, il va pouvoir peut-être plus facilement prendre des décisions fortes dans certains moments cruciaux, comme l'autre jour en sortant Kamavinga dès la mi-temps. Je t'aime bien mon coco, je t'aime beaucoup, mais là, tu as vu, j'ai dû te sortir. Plutôt que tu as un joueur qui sait que son entraîneur l'apprécie pas trop, il le fait sortir, mais ça comporte un risque, et ça, moi, je l'ai Ok, vécu aussi. ok, Quand moi, je jouais, ok. il faut que la valorisation, il faut que le joueur sente que la valorisation de l'entraîneur, elle soit sincère. Et l'être humain n'est pas bête Ça se par rapport à ressent. ça. Ça se Ça se ressent. ressent tout de suite. C'est pas bête. Intéressant. Bon, on verra ce qui se passera. Tu le sens comment? Arbeloa? Ouais. Moi, je suis pessimiste, hein. Mais en fait, je suis encore dans le. Je suis encore sous le choc avec ce qui s'est passé pour Xabi Alonso, en fait, en réalité. Moi, je suis un grand fan de Xabi Alonso. J'étais un grand fan du joueur étant gamin. C'était un modèle. Là, de le voir faire ce qu'il a fait avec la Real Sociedad, avec le Bayer Leverkusen, je me disais c'était notre coach en fait parce il connaissait la maison. C'est pas un Madridista de naissance, mais il avait joué chez nous. Il ressentait, il savait ce que c'était que le Real Madrid, etc. Et j'étais très très content de le voir et voir en fait que ça parte en vrille avec les joueurs, ça m'a un peu, comment dire, écarté de ces joueurs. En fait, ils m'ont un peu dégoûté. Voilà, ils m'ont un peu dégoûté, en tout cas certains, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je trouve que, en fait, beaucoup oublient qui est Xabi Alonso pour le Real Madrid. Et dans le débat, parce que certains disaient ou disent, justement pour justifier le départ de Xabi Alonso, Vinicius, mais qui est Xabi Alonso par rapport à Vinicius, par exemple? Ou qui est Xabi Alonso par rapport à Valverde? Chose qui pour moi est un blasphème parce qu'en fait, les gens ne se souviennent pas en fait, de la décima, tout simplement. Et peut-être faut-il rappeler aux gens qu'est-ce que c'est que la décima et qu'est-ce que ça représente pour le madridisme. Parce que c'est un trophée, en fait, qui peut-être n'est pas aussi important que la Septima, et d'attendre plus de 30 ans avant une Ligue des Champions, etc., après la Coupe d'Europe de 66, tu gagnes en 98, tout ça. Mais c'était devenu une obsession. L'obsession de remporter 10 Champions League, avoir deux chiffres sur le palmarès, un 1 et un 0. Euh, une obsession que tu attendais depuis 12 ans. Et il a fallu construire un collectif de champions, ramener le meilleur entraîneur du monde à l'époque, Mourinho, pour débloquer ce blocage qu'il y avait depuis des années. Euh, Construire autour de ces champions. Et qui était le cerveau de ces champions, John? C'était Xabi Alonso et j'ai une opinion qu'on peut qualifier d'impopulaire. On ne refait pas l'histoire, mais en finale, contre l'Atlético, si le gardien, Si Xabi Alonso est titulaire, on gagne la Ligue des Champions dans les 90 minutes. alors premièrement, mais pour moi, s'il est titulaire, si le gardien c'est Diego Lopez et que les trois de devant n'ont pas une gêne comme ils l'ont eu, C'est vrai. l'Atlético Madrid ne voit pas le Le jour au jour. niveau du score également. Parce que là, ils n'ont pas vu le jour au niveau du jeu, mais dans le score également. Mais on ne refait pas l'histoire. Parce que les gens ne savent pas aussi et ont oublié qu'effectivement Xabi Alonso avait écopé d'un deuxième jaune face au Bayern Munich et qu'effectivement il ne pouvait pas disputer la finale à Lisbonne et que du coup le milieu de terrain de ce jour-là a été Khedira, Di Maria et Modric. Khedira a Non, pris la mais place de Xabi Alonso. effectivement. Et Kedira, bon, Kedira je crois que c'est un des seuls matchs qu'il a joué de cette campagne parce qu'il était blessé une grande partie de la saison. Mais si on prend son exemple, euh, on pourrait dire il a gagné, bah, il a du crédit illimité, il peut rester. Et comme Keylor Navas, ça peut paraître ingrat, après trois Ligues des Champions, d'acheter Thibaut Courtois. Au final, est-ce que le move n'a pas été bon? Bah si, bien sûr. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Keylor Navas de toute façon. Là, Je sais, ça je tu sais, ouais, parles à ouais. quelqu'un qui n'a jamais été Je sais. grand fan Non, de mais Keylor, même c'est si je pour trouve te que c'est dire, un moi, excellent gardien. Mais ce discours de dire, ils ont gagné, on n'a rien le droit de leur dire. Ça va pas. non. Moi, ça va pas. Mais pour dire qui était Xabi Alonso, moi, je comprends ta frustration. C'est un des quatre joueurs de l'histoire du football qui a remporté Euro, Coupe du Monde et une Ligue des Champions avec, avec deux clubs différents. Et Momo Sissoko le dit dans une vidéo récente. Il a été coéquipier avec lui à Liverpool. Il estime qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite en tant que joueur pour Il l'a l'avoir vu pas. à l'entraînement. Il l'a pas.
Il l'a Euh, pas. Je te confirme qu'il l'a pas. Il l'a pas. Ça a été le cerveau du Real Madrid en 2014. Ça a été très certainement l'un des cerveaux au milieu de terrain de Liverpool avec Steven Gerrard quand ça remporte la Ligue des Champions. Et en sélection espagnole, quand ça gagne l'Euro et la Coupe du Monde, c'est lui qui est à côté de Busquets. Mais on s'en souvient pas en 2010. Le double pivot, c'est Xabi Alonso Busquets, mais on se souvient que de Busquets. Parce que la propagande du Barça est beaucoup plus forte que celle du Real Madrid. Voilà. Mais Xabi Alonso est tout aussi important. Et tout aussi intelligent, en fait. Mais les gens ne le savent pas. Et c'est ça qui est dommage. Et quand j'entends aujourd'hui la nouvelle génération ou la génération d'en dessous encore, donc encore plus des gamins, nous dire qui est Vinicius par rapport à Xabi Alonso, j'ai envie de vous dire, ouvrez des livres d'histoire, allez sur le site du Real Madrid, regardez la campagne européenne de 2013-2014, voyez ce que fait Xabi Alonso, regardez des matchs même de l'époque, et regardez le talent de ce joueur au milieu de terrain, et vous comprendrez que les joueurs qu'on a actuellement au milieu de terrain n'ont même pas un doigt de pied de Xabi Alonso. Johnny, ouais, vas-y, dis-moi. ah, alors justement, je me permets encore de rebondir là-dessus. Est-ce que pour toi, Et désolé hein, pour les joueurs du Real actuel, mais je le pense réellement. Genre, ils n'ont pas un doigt de pied de Xabi Alonso. alors, ce qui m'amène à une question, est-ce que selon toi, avec les milieux de terrain actuels du Real C'est Madrid, compliqué. un entraîneur, quel qu'il soit, peut aspirer à tout? Non, même Guardiola pourrait pas. Et ça, je le dis très froidement et très factuellement. Je me suis fait à l'idée que c'est très compliqué avec ce milieu de terrain parce qu'en fait, il y a trop de joueurs qui se ressemblent et qui sont dans le même rôle. Ouais, mais C'est un manque de créativité. oui, il y a ça, mais ça n'excuse pas le fait que lors de la finale de la Supercoupe, les contrôles manqués, les passes manquées de Kamavinga et de Bellingham. Je suis désolé. Moi. Euh, non, non. Je les ai assez critiques. C'est pas qu'une question de profil pour moi. Même dans leur profil, pour moi, ils montrent des déficiences. Il manque un créatif, évidemment. Moi, je pense Mais qu'ils sont pas en train de passer leur meilleur moment. Et que même mentalement, ça se voit qu'ils sont pas dedans. Même Kamavinga, ça se voit qu'il est pas dedans. hmm, Il fait des choses qui sont complètement lunaires sur le terrain. T'as l'impression de voir un U13 qui sait pas encore jouer au football parce qu'il te fait des comptes. Il contrôle le ballon il monte en l'air, il rebondit, il sait pas contrôler un ballon. C'est hmm, compliqué. C'est c'est compliqué. compliqué. C'est très Est-ce compliqué. est-ce qu'on parle encore de l'épisode de la nutritionniste ou pas? Je l'avais complètement oublié. Ça peut être un bon exemple pour dire à quel point le Real Madrid perd la tête, non? Oui, parce que Vas-y. si les informations présentes dans l'interview de cette dame sont vraies, je vois pas pourquoi elle mentirait, Moi non ça plus. montre un gros dysfonctionnement au sein du club. Et pour moi, ça a montré une autre chose, c'est que tout ne peut pas être imputé à Florentino Pérez. Il y a des personnes pour moi qui doivent rendre des comptes En et interne. qu'on ne connaît pas, Mhm. parce que Florentino Pérez a voulu que cette dame travaille, mais certaines personnes au sein du club Ils lui ont mis des bâtons dans les roues. lui ont mis des bâtons dans les roues sans que sans qu'une autre personne dans la hiérarchie Disent euh, quelque ne chose. daigne, leur faire des remontrances. Ça Game of montre Thrones une dysfonction. Alors, en interne. ça existe aussi dans le monde du travail, dans les entreprises privées, mais euh, là pour moi, c'est vraiment, ça suppose vraiment un gros problème parce qu'en plus, elle était adoubée par certains joueurs. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et autre type de dysfonction, Johnny. Le licenciement du médecin Mitch qui est revenu là il y a quelques jours et le licenciement enfin où on a écarté Antonio Pintus de l'équipe première parce que ça n'allait plus avec Carlo Ancelotti l'année dernière, ça n'allait plus avec les joueurs et on le remet en poste maintenant avec Arbeloa. Ça C'est prouve très, aussi à quel point il y a un ouais, dysfonctionnement même dans ça, tu vois. effectivement. Il y a un problème et pour comprendre pourquoi Mitch avait été évincé, je ne sais pas si tu t'en souviens, Vas-y. c'était décembre 2023 ou janvier 2024, c'était par rapport à la blessure d'Arda Güler. Parce que Exact. les débuts d'Arda Güler ont été retardés plusieurs fois et ça a Ouais. exaspéré le C'est club. vrai. C'est Arda vrai. Güler a démarré en janvier C'est vrai. à Arandina. C'était son premier match avec les couleurs du Real Madrid, alors qu'il avait été, je crois, acheté en juin ou en juillet. Et ça avait suscité beaucoup de frustration parce que ses débuts avec le Real Madrid avaient été retardés et M. Milic avait été considéré comme responsable de C'est cet ça. état de fait. C'est Voilà. ça. Bah écoute Johnny, je pense qu'on a fait le tour. C'est une belle vidéo de quasiment 1 heure.
Merci à toi d'avoir pris ton temps pour discuter avec moi, les amis. J'espère que cette vidéo un peu particulière et un peu différente vous a plu. Vous pouvez l'écouter en mode podcast, c'est ça qui est cool hein, quand on discute, toi et moi, Johnny. Écoute, les amis, je vous dis à très vite. Johnny, merci encore. On va retrouver un sujet rapidement et on pourra faire une nouvelle vidéo un peu intemporelle comme ça et à laquelle je suis sûr les abonnés du Journal du Râle vont kiffer. À très vite et n'oubliez pas, demain, rendez-vous très important pour le Real Madrid face à l'AS Monaco. Septième match de la phase de Ligue avec, dans le cas d'une victoire, un Real Madrid qui pourrait potentiellement se qualifier directement pour les huitièmes de finale et ça, c'est une bonne nouvelle. Johnny, à la demain pour le travail et les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao. À bientôt.